Au Cameroun, le cheminement politique et les enjeux politiques ne respectent pas un certain nombre d'éthiques et de déontologie parce qu'on a l'impression qu'ils sont invités dans l'espace, dans le milieu politique, des aventuriers en réalité. Et cela pose un problème au niveau de notre capacité à conquérir des sièges au niveau du Parlement et de conquérir les mairies. Et encore plus difficile de conquérir la magistrature suprême. Et depuis que le multipartisme s'est installé au Cameroun, nous nous souvenons dans les années 92 à nos jours, et quand on analyse le paysage politique avec le nombre de formations politiques pléthoriques qui interviennent chacun dans sa sphère régionale et locale, nous pouvons conclure que l'enjeu et l'ambition restent démesurés et nous avons encore du chemin à parcourir pour véritablement arriver à assainir le milieu politique camerounais. Le parti au pouvoir, qui est une machine qui utilise les ressources et les moyens de l'État, hein, aujourd'hui, pour que cette formation politique au pouvoir puisse être démantelée, il faut que le contre-pouvoir constitué des forces de l'opposition puisse asseoir une stratégie fondée sur la conviction des Camerounais. Tant que ces forces de l'opposition vont rester dans une logique de la posture individuelle, dans le leadership individuel basé sur des ambitions individuelles, sans un projet de société globalisant, inclusif, qui intègre un certain nombre de projections et de préoccupations de l'ensemble des acteurs politiques dans les quatre coins de notre pays, le Cameroun, nous allons rester toujours dans la divagation à l'égard des animaux qui sont abandonnés dans la nature à la recherche du pâturage sans un cadrage, sans un contrôle, sans un suivi. Donc, je crois qu'avec les élections à venir, si on veut rester dans une dynamique de pousser le pouvoir actuel à céder un peu plus d'espace afin que d'autres mouvements puissent encourager et contraindre le pouvoir à l'alternance politique en 2025, il y a quatre éléments fondamentaux qu'il faut considérer. Premièrement, faisons un retour en arrière lors des élections du 7 octobre 2018. Si on prend le corps électoral qui était constitué d'environ 6 667 000 électeurs inscrits, avec à l'aboutissement environ 3 500 000 Camerounais qui ont effectivement voté, parce que le Conseil constitutionnel avait publié officiellement un taux de participation à hauteur de 53,8%. Cela suppose qu'il y avait près de 2 700 000 Camerounais inscrits sur les listes électorales qui n'ont pas voté, qui ont refusé d'aller
accomplir leur devoir citoyen de vote. 2 700 000. Au niveau des résultats, si nous en tenons à la publication du Conseil constitutionnel, nous avons enregistré pour le cas du président de la République, candidat sortant du RDPC, 2 500 000 électeurs environ. Donc, la moyenne des électeurs qui ont décidé de choisir le RDPC, avec ou sans fraude, et tourne autour de 2,5 millions. Le candidat qui arrive en second lieu, c'est le MRC avec le professeur Mori Kamto, et les votants ont été évalués à environ 500 000. Et le troisième candidat, qui était le candidat de la jeunesse, Cabral Libi, sous la bannière de Univers du professeur Kovando, arrive en troisième position avec 6,2%, dont environ 220 000 électeurs, 220 000 Camerounais qui ont voté pour lui. Et malheureusement, le SDF, qui vient en quatrième position avec Joshua aussi, avec environ 3,2, dont autour de 110 000 électeurs. Voilà des éléments palpables qui peuvent nous aider à analyser en premier lieu comment nous pouvons entreprendre en 2025 une victoire basée sur cette projection. Il est clair que, première option, il faut travailler davantage à intéresser les Camerounais et surtout la catégorie des jeunes et des femmes à l'affaire politique. Ousmane Sonko l'a dit, quand on laisse les médiocres s'investir dans la politique, ça veut dire que ce sont nos dirigeants médiocres qui viendront diriger et la nation, et le Parlement, et les communes ainsi que les régions. Donc, tous ces jeunes, toutes ces femmes et toute cette population éduquée à l'action politique devrait donc s'investir pour au moins opérer le choix et avoir la satisfaction d'avoir rempli son devoir citoyen. Donc, il faut travailler en ce qui concerne les formations politiques, dans le cadre d'une coalition, à sensibiliser ceux qui sont déjà inscrits sur l'importance du droit de vote, sur l'importance de la manifestation du vote lors des différentes échéances électorales. Ça, c'est la première chose. L'action de la sensibilisation, de la conscientisation à l'inscription sur les listes électorales est une action qui est secondaire, qui devait venir en soutien à l'action de la prise de conscience de ceux et celles qui se sont déjà inscrits sur la liste électorale et qui refusent d'aller voter pour la simple raison que leurs votes sont déjoués et leurs voix sont détournées. Non, ils doivent aller voter et garantir et sécuriser maintenant leur voix afin que leur choix soit pris en compte lors des décomptes finaux, lors de la prise en compte par la Commission nationale de recensement de vote. C'est la première chose. La deuxième chose qui reste fondamentale concerne le démantèlement des formations politiques de la majorité présidentielle. Mais voyez-vous, quand on a 2 500 000 électeurs en faveur du RDPC, ce ne sont pas des militants uniquement du RDPC. Ce sont des sympathisants et les militants des autres formations politiques qui constituent la majorité présidentielle. À l'occurrence, le MDR, l'UNDP, le FNSC et d'autres formations politiques telles que celui de Maître, le ministre délégué à la justice, Maître Momo, Jean de Dieu. Donc, toutes ces petites formations qui collectent 10 000, 40 000, 50 000, 80 000 électeurs militants d'origine en faveur de RDPC, c'est ça qui nous pousse à arriver au chiffre de 2 500 000.
2,5 millions sur 6,6 millions inscrits. Quand nous faisons la projection, c'est moins de la moitié des électeurs inscrits sur le fichier électoral. Donc, nous comprenons qu'il y a un travail à faire au niveau de ce démantèlement. Il faut intéresser ces formations politiques de la majorité présidentielle à nos projets politiques. Tant que nous n'allons pas le faire, nous allons trouver un bloc en face qui est préparé aux actions et au processus électoral mieux que les forces de l'opposition qui sont divisées et qui évoluent à rang dispersé. Troisièmement, effectivement, il faudrait que les forces de l'opposition puissent s'accorder parce que vous voyez aujourd'hui au niveau de l'environnement politique actuel, au niveau du paysage politique actuel, il y a deux coalitions qui sont en train de s'installer. On ne dit pas que c'est une mauvaise chose, mais les coalitions devaient s'organiser autour d'un programme de réforme et de mutation, du paysage institutionnel du Cameroun. Pas simplement le slogan du changement ou de la transition. Le pays est en retard et nous avons besoin d'accélérer l'essor économique du Cameroun. Et donc, pour l'accélérer, on n'a pas le temps d'une transition parce que nous voulons revoir les institutions. On peut faire tout ça ensemble. L'état de droit, d'accord, mais également l'essor politique parce que le panier de la ménagère souffre. Le seuil de pauvreté au Cameroun a atteint le ridicule. Donc, il va falloir que les forces d'opposition puissent s'accorder sur un programme de société, pas sur un programme ambitieux fondé sur l'individu et le leadership individuel. Il faut donc aller au-delà des alliances politiques de changement ou bien alors des alliances pour une transition politique qui est portée par le professeur Olivier Billet en opposition au projet d'alliance politique de changement porté jusqu'ici par l'honorable Nietzsche, qui vient d'être éjecté non seulement du Social Democratic Front et qui viennent de créer et d'intégrer une nouvelle formation politique qui est le FCC. Donc, nous passons plus de temps à perdre de l'énergie dans des batailles de positionnement alors que aucune alliance, aucune force de l'opposition, aucun consortium de l'opposition, des partis de l'opposition propose aux Camerounais des alternatives cohérentes, pertinentes, qui peuvent intéresser les électeurs. Donc, en conclusion, trois choses fondamentales à restaurer pour pouvoir être compétitif et aborder les élections présidentielles de 2025 avec beaucoup plus de sérénité. Premièrement, sensibiliser les Camerounais inscrits sur les listes électorales parce que nous avons environ 60% qui n'expriment pas leur désir d'aller voter. Ce sont ces 60%, c'est un acquis. Il faut aller vers eux, les sensibiliser, les convaincre à ce qu'ils changent de position et ils puissent remplir leur devoir citoyen de vote. On peut donc y associer cette sensibilisation qui fait beaucoup de tapage de bruit ces derniers jours pour que les nouvelles personnes et davantage les jeunes à partir de 20 ans viennent s'inscrire. Deuxièmement, je le disais, il faut travailler dans le cadre des options de recrutement des forces politiques de la majorité à ce que ces derniers puissent également, à partir de leur force, revenir vers une opposition de consensus pour que finalement eux-mêmes comprennent qu'il faut changer les choses parce que ça ne marche plus bien. Troisièmement, il faut que les forces de l'opposition puissent être sérieuses. On est fatigué de voir le paysage
politique où s'invitent les charlatans politiques avec des terminologies qui n'aident pas le Camerounais dans sa souffrance actuelle. Entre guillemets, les opposants actuels devraient se désintéresser de leur intérêt personnel au profit de l'intérêt, l'espoir de la République, de la nation, en essayant de favoriser une candidature sereine autour d'un jeune, que ceux qui sont là actuellement puissent se désengager de ce processus et que le miracle vienne d'ailleurs et qu'un jeune puisse prendre le devant au niveau des forces de l'opposition à l'égard du Sénégal avec l'actuel président Bassirou Faye Diakhar.